En septembre, le groupe de recherche en intervention sociale lançait un nouveau projet afin de démystifier l'homosexualité et la bisexualité dans les résidences pour personnes âgées. Pour en savoir plus sur le projet et aussi sur la situation des aînés de la communauté LGBT, on accueille sur le plateau David Platz. Il est président de l'organisme du Gris Montréal. Monsieur Platz, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Pour les gens qui ne connaîtraient pas Gris Montréal, quelle est la mission de votre organisme? L'émission, c'est de démystifier l'homosexualité et la bisexualité. Comme vous mentionnez, on le faisait traditionnellement dans les écoles, mais on le fait en général dans la société, partout où on peut. Donc, ça fait déjà 21 ans, si je ne m'abuse, que vous intervenez dans les écoles. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir aussi intervenir auprès des personnes âgées? Un besoin. Ce qu'on a ressenti, c'est qu'on intervient dans les écoles parce qu'on croit que l'éducation, c'est la solution à des préjugés. Souvent, c'est l'ignorance de l'autre personne qui crée les préjugés pour commencer. On intervient de plus en plus jeunes parce que c'est plus facile de ne pas les créer que de les défaire plus tard. Mais à l'autre bout du spectre, cette année, sur un nouvel thème qui est l'homosexualité et la bisexualité, il n'y a pas d'âge pour en parler. On a décidé d'intervenir auprès des personnes aînées parce qu'il y a un grand besoin. Leur expérience, leur éducation était de notre époque et on ne parlait pas du tout de l'homosexualité ni la bisexualité, sauf peut-être en mal. Dans les écoles, souvent, vos conférences, ce sont des témoignages de gens qui viennent parler aux jeunes. Est-ce que vous fonctionnez de la même façon dans les résidences pour personnes âgées? Tout à fait. Nous, on préconise les témoignages, des questions et réponses basées sur le vécu de l'individu. Parce que le témoignage, c'est une courroie de transmission sociale. C'est comment connaître l'autre. Et c'est aussi vrai avec les personnes âgées qu'avec les jeunes. Elles sont curieuses, elles veulent savoir comment était votre vie et elles ont aussi des histoires à partager. Et selon donc votre organisme, c'est des activités qui permettent de réduire l'isolement des personnes âgées qui sont homosexuelles ou bisexuelles. Qu'est-ce que vous constatez sur le terrain? Est-ce que vous constatez une grande stigmatisation des aînés de la communauté LGBT? Sur le terrain, ce qui est déjà d'antan, si on veut aller dans une résidence pour personnes âgées, c'est déjà une perte d'autonomie, d'indépendance, d'intimité aussi. Et tout ça, c'est exacerbé lorsqu'on est LGBT. Parce qu'on est différent et parce que peut-être dans notre vie, on s'est entouré des personnes qui nous connaissent déjà, à qui on n'a pas à s'expliquer, mais dans une résidence, c'est tous des nouvelles personnes à qui on doit faire le choix de s'expliquer ou de ne pas s'expliquer et rester dans la garde-robe, comme on dit. Donc, les conférences que vous organisez, les témoignages, c'est pour, disons, faciliter un peu le dialogue, l'ouverture dans les résidences pour personnes âgées, c'est ça? Exactement. Nous, on fait de la recherche, c'est le R dans le gris, et ce que nos étudiants nous disent, c'est que lorsqu'ils voient un LGBT devant eux, un LGB devant eux, ils peuvent soit se reconnaître ou se rendre compte qu'il y en a d'autres personnes comme eux dans la classe. Et ils disent ça nous aide à dealer avec ça par la suite. C'est exactement la même chose dans les résidences pour personnes âgées. Ça va permettre ceux qui sont déjà là et qui n'ont pas encore fait le choix, par exemple, de le dire ouvertement, peut-être d'en parler ou de juger la communauté autour d'elle, la réception des nouvelles. Et aussi, ça donne juste un exemple aux personnes âgées, des personnes qui sont heureuses comme vivant cette orientation sexuelle. Il y a certaines résidences pour personnes âgées qui existent à Montréal qui sont, disons, dédiées à la communauté gay et lesbienne. Est-ce que vous croyez que c'est une solution que la présence de ces types de résidences-là ou au contraire, ça ghettoise encore plus les aînés LGBT? C'est une question intéressante. Je vous dirais que toutes les solutions sont bonnes parce que c'est jamais la même solution pour la même personne. Il y a des individus, par exemple, qui adorent vivre dans le village, entourés d'autres, d'une majorité d'homosexuels pour contrer la présomption que tout le monde est hétérosexuel. Et il y en a d'autres qui veulent vivre en pleine communauté entourés de toutes les orientations sexuelles. Ça ne devrait pas être différent à la retraite ou lorsqu'on est plus vieux. On peut faire le choix qu'on veut. Un fournit un confort d'être entouré des personnes comme nous. Et l'autre, ce qu'on veut, nous, c'est de créer ce confort-là partout pour que tout le monde puisse être à l'aise, peu importe la nature de leur résidence. Vous, dans vos conférences, autant auprès des jeunes que des plus âgés, vous parlez d'hétérosexisme et du problème de l'hétérosexisme. Dans un premier temps, qu'est-ce que c'est?
C'est la présomption que c'est la norme, que toutes les personnes autour de nous sont hétérosexuelles et on ne considère pas qu'ils puissent être gays, lesbiennes, bisexuels ou une autre orientation sexuelle. Et donc, cette présomption-là de la norme fait en sorte que tout le monde qui n'est pas comme ça est hors norme et donc stigmatisé. C'est ça qui crée l'homophobie, c'est la peur, et c'est ce qui fait aussi que les gays, les lesbiennes et les bisexuels sont obligés de se déclarer, parce qu'il y a une présomption, sinon, qu'ils sont comme tous les autres. C'est un peu une des difficultés qui est là avec l'hétérosexisme. D'accord. Il y a quelqu'un qui a travaillé, entre autres, avec vous sur l'élaboration de ce projet-là, Bill Ryan, qui est professeur à l'École de travail social de l'Université McGill, qui disait que les aînés de la communauté LGBT seraient plus à risque d'être malades que d'autres, que des gens d'autres communautés. Pourquoi? Bill est une grande source d'information pour nous parce qu'il a fait beaucoup de recherches dans le domaine sur les aînés. Et ce qu'il nous explique, c'est que les gays, les lesbiennes, les bisexuels ont tendance à éviter d'aller voir le médecin là où ils doivent se confier. Ils sont posés leurs questions sur leur vie intime, sur leurs habitudes sexuelles, etc. Et donc, ils repoussent d'aller rendre visite au médecin. Et plus qu'on repousse des problèmes médicaux, mais plus qu'ils deviennent plus sérieux. Et donc, c'est souvent le cas. Je pense pas qu'on est plus malade en tant que tel, mais on peut créer d'autres problèmes pour soi-même si on ne voit pas régulièrement notre médecin. Donc, en abattant les préjugés par justement les conférences que vous organisez autant dans les écoles que dans les résidences pour personnes âgées, en faisant tomber ces préjugés-là, bien, ça peut aussi avoir un impact sur la santé physique des gens parce qu'ils auront moins de gêne à aller à consulter, dans le fond, et à expliquer tout ce qui se passe à leur médecin. Tout à fait. Puis on espère aussi que dans ces mêmes résidences-là, les personnes qui sont en charge des activités, les infirmières et infirmiers, toutes les personnes bénévoles qui sont présents vont aussi venir aux conférences. Et ça va peut-être ouvrir les yeux aussi à d'autres réalités et faire en sorte que c'est plus facile de parler des réalités de toutes les personnes à ce moment-là. Il nous reste une minute. Je veux parler avec vous de votre campagne annuelle de financement. Tout à fait. Donc, vous avez comme objectif de récolter 200 000 $. De quelle façon vous vous y prenez? Mais c'est assez facile. Sur notre site web gris.ca, gris.ca, on peut faire un don par Internet. On peut aussi envoyer un chèque à l'adresse qui se trouve là-dessus ou de l'argent. On peut faire bien sûr un chèque pour la sécurité. Que l'argent comptant. Que l'argent comptant. Oui. Mais on demande 200 000 parce que de notre budget annuel, on a seulement 25 de notre argent qui viennent de façon récurrente des gouvernements et le reste, c'est à nous de l'amasser. Et donc, on fait beaucoup de travail avec nos bénévoles pour faire cette campagne-là qui court jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc, il reste du temps pour vos éditeurs à nous pour contribuer à votre cause. Et j'imagine que pour des gens qui voudraient être bénévoles aussi dans votre organisme, ils peuvent aller sur votre site Internet pour avoir plus d'informations. Tout à fait. Il y a une section spécifique pour les bénévoles. On prend les gays, lesbiennes et les bisexuels pour les intervenants dans les écoles, mais on accepte tout le monde qui veut nous donner un coup de main autrement. D'accord. Alors, David Platts du GRI Montréal, merci d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir, merci. La décriminalisation de l'homosexualité a eu lieu en 1969 au Canada. Auparavant, les personnes qui avaient des relations sexuelles avec des personnes du même sexe s'exposaient à de longues peines d'emprisonnement. L'homosexualité est retirée des troubles psychiatriques en 1973 par l'American Psychiatric Association, dont le manuel de diagnostic était utilisé par les professionnels de la santé d'ici. Au Canada, le Québec fut la première juridiction à modifier sa Charte des droits et libertés de la personne pour interdire la discrimination basée sur l'orientation sexuelle. C'était en 1977. Tout comme le Québec fut le premier État à autoriser l'union civile de conjoints de même sexe en 2002. Le Canada légalisera le mariage homosexuel en adoptant la loi sur le mariage civil en 2005.